Bienvenue pour ce temps fort de clôture de la deuxième matinée des Agora Live de l'expérience client. Nous parlerons pendant une trentaine de minutes d'éco-conception, de marketing responsable, de production ou de sourcing local et du comment les marques s'adaptent aux nouvelles attentes du consommateur en 2022. Pour parler de sujet, j'ai le plaisir d'accueillir l'Institut du commerce qui proposera dans cette prise de parole les dernières tendances appuyées de témoignages de professionnels. Et pour parler de ce sujet, j'accueille donc Xavier Huat, directeur général de l'Institut du commerce. Bonjour Xavier. Bonjour. Et puis à distance, nous accueillons également Cécile Hébert, donc responsable RSE, ITM équipement de la maison qui fait partie du groupement Les Mousquetaires. Bonjour Cécile. Bonjour Geoffroy. Et à vos côtés, toujours à distance, nous accueillons Christophe Ferbus qui est adhérent Bricomarché. Bonjour Christophe. Bonjour Geoffroy. Alors pour bien comprendre, vu qu'il s'agit d'une table ronde un peu exceptionnelle à 3 voix, je vais vous demander simplement de nous expliquer vos missions au sein de vos organisations respectives. On va peut-être commencer par Xavier, c'est plus simple. Oui, donc je suis le directeur général de l'Institut du commerce, qui regroupe fabricants, distributeurs, prestataires de services et académiques, et qui fait travailler en fait tout cet écosystème ensemble pour mieux répondre aux attentes des consommateurs sur 3 piliers fonctionnels, retail, RSE et supply chain. Et on va parler aujourd'hui de choses qui sont assez mixtes, assez transverses entre RSE et retail, et un petit peu de supply chain aussi. Très bien. Christophe Ferbus, si vous voulez bien vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour Geoffroy. Je suis Christophe Ferbus, chef d'entreprise. Je dirige le bricomarché de Lunéville en Meurthe-et-Moselle. En tant qu'adhérent au groupement des Mousquetaires, j'occupe des fonctions d'encadrement, la direction marketing de l'équipement de la maison, pour les marchés Bricorama et Bricocash. Et j'ai l'immense honneur de m'occuper aussi du marketing RSE pour équipement de la maison. Très bien. Et Cécile, donc dans le groupement des Mousquetaires, quelle fonction occupez-vous? D'ITM équipement de la maison, donc au sein de la direction marketing. Et je suis chargée de structurer, d'impulser la stratégie et la feuille de route RSE de nos enseignes Bricomarché, Bricorama et Bricocash. Merci Cécile. Je me tourne d'abord vers Monsieur Ferbus. En tant que dirigeant de magasin, avez-vous constaté des changements justement dans les attentes des clients? Oui, très clairement, on a pu se rendre compte que ces dernières années, nos clients ont complètement changé. Ils ont changé leurs habitudes de consommation, mais surtout aussi, ils ont changé leur façon de consommer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils regardent plus attentifs aux enseignes dans lesquelles ils vont consommer, quel type de produits ils vont consommer, et surtout, qu'est-ce que ces enseignes mettent en place pour limiter leurs impacts environnementaux à court, moyen et long terme. On sent bien cette dimension de proximité qui transpire dans votre enseigne, hein, une proximité qui est à la fois avec les territoires, mais aussi avec les clients. Est-ce que vous souhaitez aller plus loin justement encore dans cette appétence pour les territoires et la proximité? Oui, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, notre maillage, historiquement, nous met dans nos campagnes et il y a des magasins un peu partout sur le territoire, ce qui nous fait une force, un maillage très fort. Mais on se rend compte aussi que les médias font que tous ces grands enjeux écologiques sont bien portés par nos clients. Et donc, on va jouer la carte de la proximité pour répondre de mieux en mieux à toutes leurs attentes et pouvoir les aider à développer leurs projets et aussi réduire leurs empreintes carbone. Est-ce qu'il y a justement d'autres grands chantiers que vous avez initiés au sein de votre enseigne, de votre réseau, vous en tant qu'adhérent, pour répondre à ces enjeux RSE de plus en plus finalement, de plus en plus médiatiques finalement? Oui, c'est vrai. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous, on fait au quotidien? Ben, on s'engage dans un label comme commerçant responsable aussi qui nous permet à la fois d'être reconnus en tant que responsables et de personnes qui veulent limiter le déchet et le gaspillage. On prône une consommation plus responsable. On cherche à proposer à la vente pour nos clients des produits qui ont une durée de vie plus longue, qui sont capables d'être réparés. Et d'ailleurs, on est très fiers d'être le premier réseau à avoir lancé dans notre magasin de Bricorama Orgeval la seconde vie, où on travaille avec une association qui s'appelle Envie, qui nous répare les machines. Et ensuite, on a la possibilité de les remettre en circuit à un prix plus attractif forcément. Et donc, on va s'efforcer de plus en plus de développer ça dans l'ensemble de nos points de vente.
Donc vous me parlez de durée de vie, de réemploi, de nouveaux usages finalement du produit. On s'éloigne finalement un peu de ce qui était à l'origine un peu la grande distribution. Cécile Hébert, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cet espace occasion dans la démarche que ça représente? Oui, bien sûr. Alors, on lit des études comme tout le monde et les études nous disaient que les Français sont friands de produits de seconde main, d'occasion. Donc on s'est lancé et puis on n'a pas été déçus, hein. L'espace occasion d'Orgeval dont Christophe vous parlait à l'instant a été un vrai succès commercial avec des ventes qui ont largement dépassé nos attentes. Notre difficulté finalement c'est plutôt l'approvisionnement, hein, pour l'occasion. On récupère pas assez de vieux outils à réparer pour satisfaire à la demande. C'est un petit secret de coulisses que je vous donne, mais c'est vraiment notre difficulté. Donc, on a décidé de compter sur le client et on a axé toute notre communication sur le lieu de vente, sur ce ton, en disant explicitement à nos clients, eh bien, si vous voulez faire des achats malins ici, il faut rapporter vos vieux outils, il faut nous aider. Et finalement, ce qu'on a proposé, c'est une vision très concrète, hein, très expérimentale de l'espace de l'économie circulaire pour en faire quelque chose de très concret et de très axé sur l'expérience client. Et justement, avec cette expérimentation, qu'est-ce que vous avez appris en plus sur les attentes de vos clients finalement? Alors, les clients attendent de la sincérité et de la transparence. Ça, on le savait, on le lit partout, mais on l'a vraiment expérimenté et vécu avec cet espace occasion d'Orgeval. Les clients, ils apprécient d'être sincèrement responsabilisés. Dans cet espace occasion, finalement, on les met à contribution en quelque sorte pour remplir les rayons. On a choisi d'aller à fond dans cette logique et de tout leur expliquer, d'où viennent les produits, comment ils sont réparés, comment les prix sont fixés. On leur a expliqué noir sur blanc, sur le lieu de vente lui-même, comment se répartit la valeur entre notre partenaire, donc cette association qui répare les outils, l'association Envie, et la valeur qui revient au point de vente. Très bien. Et finalement, en termes de chiffres, parce qu'on ne parle pas trop de chiffres, vous avez des chiffres un peu sur ce projet, du moins expérimental? Alors, non, on ne parle pas trop de chiffres, donc je ne vais pas vous dévoiler beaucoup de chiffres. Je peux vous dire que le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur au chiffre d'affaires au mètre carré traditionnel de notre magasin, pour des raisons de manque d'approvisionnement, encore une fois, et pas pour des raisons d'appétence client. Mais on compte bien développer de nouveaux gisements et avoir un chiffre qui va se booster sur cet espace occasion. En tout cas, les rotations sont très bonnes. Et justement, comment a été accueilli également, vous parlez également de communication transparente en fait sur ce type de projet d'économie circulaire. Comment ça a été accueilli sur le terrain en concret? Alors, avec pas mal d'étonnement, d'abord au niveau du point de vente. C'est vrai que les collaborateurs du point de vente ont été assez surpris de voir ces ILV un petit peu nouvelles arriver, avec toute une transparence qu'on donne sur finalement la répartition de la valeur. Mais on a pensé, alors je vais parler de confrères, mais on a pensé à l'expérimentation de C'est qui le patron, qui est une marque, je pense, qui inspire beaucoup, qui a beaucoup de succès. On s'est dit, bah, finalement, eux l'ont fait, faisons-le aussi d'une autre manière, mais avec cette même logique. Euh, donc, en se raccrochant à cette idée, à cette expérience, on s'est dit, c'est complètement logique, et en plus, ça allait dans le sens de la co-construction de l'espace qu'on veut faire avec nos clients. Alors, une démarche qui transpire la transparence. On constate, je me tourne vers vous, Xavier, que cette information vraiment accessible par tous rentre dans les rayons. Après un premier Nutri-Score, on voit que l'EcoScore est lancé aujourd'hui. L'air du temps, comme le disiez Cécile, est dans les Yucca, dans C'est qui le patron. Est-on à un virage finalement sur la relation entre distributeurs et clients? Oui. Je vais vous dire juste trois petits mots en fait. On a des travaux qui ont démarré il y a quelques mois maintenant, justement au sein de l'Institut du commerce, avec nos adhérents industriels distributeurs, plutôt dans l'alimentaire, donc pas forcément en fait Cécile ou Christophe, mais avec nos adhérents en fait on s'est dit qu'est-ce que les consommateurs comprennent finalement de ces différents labels. Effectivement, entre le Nutri-Score, l'EcoScore, et puis il y en a d'autres en fait qui sont arrivés aussi.
entre les différentes applis. Yuka, qui est celle qui est la plus connue, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a certains distributeurs qui ont lancé leurs propres applis. Et finalement, qu'est-ce que le consommateur comprend là-dedans? Je ne sais pas si vous avez fait des courses récemment, mais vous allez dans n'importe quel supermarché, n'importe quelle enseigne, peu importe, hypermarché, vous avez, je ne pourrais pas dire la proportion exacte, mais vous avez un nombre de plus en plus important de clients qui sont avec leur smartphone en train de prendre un produit, de le scanner et dire « Ah non, finalement, celui-là, je ne le prends pas. » Et celui-là, non, regarde, attends, celui-là, je pense qu'il est mieux, etc. Donc il y a une vraie attente des consommateurs. Maintenant, les travaux qu'on a lancés avec nos adhérents, c'est pour essayer de clarifier tout ça. Parce que finalement, là aussi, les clients, en fait, la plupart vont dire bah, moi, ça m'intéresse de mieux connaître les produits que je vais acheter, de savoir mieux ce qu'ils contiennent. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour la planète? Derrière, est-ce que c'est l'EcoScore qui est mieux que le Nutri-Score, qui est mieux que Yuka, qui est mieux que je sais pas quoi? Il y a un peu un flou en fait qui s'est installé et on veut essayer de clarifier tout ça et d'avoir finalement une information qui soit la plus fiable possible, la plus transparente possible, mais sans aller jusqu'à une transparence trop forte ou trop d'informations qui finalement, comme on le dit, tue l'information. Donc là, le travail est vraiment plutôt... Il y a eu un changement de comportement de la part des clients, très clair. Ils attendent de plus en plus d'avoir de l'information. Mais maintenant, il faut donner de l'information qui soit la plus structurée, cadrée et fiable possible. Est-ce que finalement, on ne vit pas ce qui s'est passé au moment de l'essor du Made in France, où on a vraiment beaucoup communiqué, personne ne savait ce que signifiait finalement le Made in France, surtout qu'on utilise finalement un anglicisme pour décrire ce qui est localement français, et qu'on a vu pléthore de drapeaux tricolores ou de pseudo-labels avant qu'il y ait une professionnalisation finalement du Made in France. Est-ce que c'est un peu le même style? C'est un peu, oui, on peut faire un parallèle effectivement comme ça. Là, il se trouve que sur la partie score environnemental, on va dire en fait des produits, l'ADEME travaille dessus et a fait un certain nombre de recommandations. Et c'est justement sur ces recommandations qu'on a demandé l'avis de nos adhérents industriels distributeurs pour dire celle-là, est-ce que vous pensez que c'est possible à faire pour l'industriel, pour le distributeur, pour que finalement le client s'y retrouve et arrive à acheter en fait les produits qu'il souhaite acheter et qui sont bons pour lui et pour la planète, pour certains consommateurs, pas tous. Mais voilà. Alors on a eu il y a quelques années, tout le monde s'en souvient, des scandales alimentaires sur la provenance de produits. Est-ce que là aujourd'hui, après un tour de vis finalement réglementaire, on est dans de l'information, un peu comme le met en avant Cécile Hébert ou Christophe Herbus, sur vraiment une transparence et quelque chose de fiable en fait pour le consommateur? C'est un chemin, c'est une démarche en fait qui a été prise. Et ce chemin, en fait, je ne pense pas qu'on en déviera maintenant. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de fiabilité de l'information, de plus en plus d'informations disponibles pour le consommateur, pour le client. Mais ce chemin de consolidation ou de clarification, en fait, n'est pas complètement abouti pour le moment. Mais on y va, c'est sûr. Merci Xavier. Je me retourne vers Cécile, virtuellement toujours. On a parlé de votre projet, donc de votre espace occasion. Est-ce que justement vous avez d'autres idées en stock pour répondre à ces nouvelles attentes clients? Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler, Geoffroy, mais nous en avons plein des idées. En tout cas, je rejoins Xavier sur cette nécessité de clarification pour les clients. Et on pense que les clients sont de moins en moins dupes. Excusez-moi d'en parler comme ça, mais c'est vraiment ça. On sait qu'ils ont envie de changer de mode de consommation, on sait qu'ils ont envie d'aller vers une consommation plus responsable. Mais ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est pas des beaux discours, hein, c'est pas des grands discours généraux sur ma marque est plus responsable, donc elle est plus belle que l'autre. Ce qu'ils attendent, et particulièrement des enseignes, c'est des actions et du concret, du ciblé, du justifié. Ils savent que les enjeux sont immenses. Ils savent que voilà, la planète est en danger. Hein, ils savent que les enjeux environnementaux, sociétaux sont très lourds. Et ils imaginent bien qu'aucune marque, aucune enseigne ne peut se vanter de régler tous les problèmes à elle toute seule. Ou alors, ça s'appelle du greenwashing. Donc, ce qu'ils attendent, c'est qu'on soit engagé et que l'engagement des marques et des enseignes soit cohérent avec l'ensemble du discours, qui n'est pas seulement un discours marketing, mais qui doit être un discours de vérité et de sincérité.
Alors, en ce qui nous concerne, pour donner une illustration de ce qu'on fait de tout ça, c'est que nous, on parle d'équipement de la maison. On est des professionnels du bricolage et des projets de bricolage. Ce qu'on revendique, c'est la réussite des projets de bricolage de nos clients. Et donc, on complète ce discours sur la réussite des projets par un mot d'ordre responsable. Le parti pris qu'on a choisi, c'est halte au bricolage jetable. Donc, on montre notre attachement à la qualité des produits, à la durabilité des produits, des concepts, des projets, mais on annonce aussi notre combat contre le gaspillage, contre les déchets et évidemment contre la production à outrance. Très bien, merci beaucoup, Cécile. Donc là, on entend très aisément le message, que finalement, le marketing RSE, c'est aussi une question de durabilité, de discours anti-gaspillage. Ça fait de l'acte d'achat un acte citoyen aujourd'hui? De plus en plus, vous avez en fait chaque citoyen, chaque citoyenne décide avec ses propres informations. Donc on revient effectivement au fait d'avoir de l'information qui soit pertinente, cohérente et pas du greenwashing, pardon. Mais chaque citoyen, chaque citoyenne consommateur, client, va décider d'acheter ou non un produit. Et donc le fait, ce que je disais tout à l'heure, d'être dans les rayons avec son smartphone pour dire je ne vais pas acheter tel produit parce qu'il ne contient pas les éléments et nutriments qui me conviennent à moi, c'est une chose. Mais il y a de plus en plus de consommateurs qui disent je ne vais pas acheter ce produit parce que la société qui le fabrique ne répond pas à mes valeurs, à l'engagement sur mes valeurs. Alors ça peut rester encore cet acte-là et cette volonté-là en fait de entre guillemets boycotter une marque ou une enseigne à cause de ces non-actes sociétaux. Ça reste encore assez marginal, mais ça se développe aussi. Donc la difficulté, l'acte d'achat devient de plus en plus un acte citoyen, effectivement. Et si on parle aussi de durabilité des produits, ça veut dire qu'on est aussi sur finalement les process de production. Au-delà du réemploi et d'une seconde vie, on commence à repenser tous les process de notre entreprise finalement. Oui, alors sur l'alimentaire, c'est un peu la durabilité, c'est assez limité, un peu compliqué. Mais si on revient effectivement sur le non-alimentaire, il y a l'indice de réparabilité qui a été mis en place début 2021, qui va progressivement s'étendre à plus de catégories de produits et qui va aller de plus en plus vers un indice de durabilité. Et là aussi, en fait, il y a eu des choses assez intéressantes qui se sont passées en 2021, qui était la première année de l'indice de durabilité. Il y avait 6 catégories de produits qui étaient concernées. Les tondeuses à moteur, avec de l'électronique dedans, donc je ne sais plus, mais aussi la téléphonie. Et en fait, les indices ont évolué pendant l'année. C'est-à-dire que les produits, en fait, ça comprend, le calcul de l'indice comprend un certain nombre de choses, et les fabricants, en fait, se sont aperçus assez rapidement, finalement, durant cette année 2021, que leurs produits avec un indice, je dis n'importe quoi, de 4,2, alors que celui de leurs concurrents était à 6,7, en fait, leurs ventes commençaient à baisser. Donc ils ont fait nécessairement, alors j'ose croire qu'ils n'ont pas bidouillé les chiffres, mais ils ont fait un travail sur la conception du produit, sur la mise à disposition des pièces détachées, sur tous les éléments de cet indice de réparabilité, pour faire en sorte que finalement leurs produits ressortent mieux auprès des clients qui, eux, de manière tout à fait logique, entre un produit qui est moins bien noté qu'un autre, à fonction égale, etc., ils vont prendre le produit qui est le mieux noté sur l'aspect réparabilité. Et là, par exemple, avec le cadre Bricomarché, on a quelque chose de très concret, où en fait le modèle de l'entreprise évolue. Est-ce que finalement c'est vraiment une tendance forte que les commerces en général doivent prendre en compte une question de durabilité, de recycler, de troquer, qui vient finalement un peu en marge, encore une fois, de leur première raison d'être? Alors, il se trouve que l'Institut du commerce fait partie d'une initiative qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, et qui était calquée sur la Convention citoyenne pour le climat. Il y a 150 entreprises, il y a toute une démarche en fait de travail, mais l'objectif de cette CEC, la Convention des entreprises pour le climat, c'est que chacune de ces entreprises crée ou écrive en fait son modèle de transformation, qu'on appelle régénérative ou régénératrice, je ne sais jamais,
mais qui est vraiment comment faire en sorte que le modèle économique sur lequel je m'appuie, que je sois distributeur, industriel, de tout secteur, d'ailleurs c'est même au-delà du commerce bien sûr, permette de respecter les limites planétaires. Et donc ça veut dire qu'effectivement, chacune de ces entreprises, à un moment donné, va devoir se poser la question de dire la manière dont je fais mon business aujourd'hui, est-elle soutenable par rapport à ces limites planétaires ou pas? Et ensuite, d'arriver à petit, assez rapidement, mais petit à petit, transformer ça en fait pour avoir un modèle économique qui permette de répondre à ces attentes-là environnementales et sociétales. Donc moi, là, par exemple, j'ai une pensée pour les salariés, finalement les équipes, parce que c'est ces grands projets de transformation finalement qui commencent, comme pour chez vous, chez Bricomarché, par un projet sur cet espace occasion, en fait, nécessite une acculturation, un changement des mentalités. Comment ça se passe justement pour faire évoluer la culture d'entreprise à l'aune de ces exigences citoyennes, Cécile Hébert? Alors, c'est une vraie question et c'est un vrai enjeu. Vous avez raison, parce qu'on n'avance pas sur ces sujets sans l'ensemble des équipes. La RSE, elle doit être en fait portée par chaque collaborateur et elle doit infuser dans l'ensemble de l'entreprise. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de démarcation dans les comportements individuels. Si on part des clients, les clients ne sont pas que des clients, ce ne sont pas que des gens qui font leurs courses. Ce sont des hommes, des femmes, des pères, des mères de famille, des amis, des citoyens. Et c'est tout ça qui rentre dans nos magasins et qui font leurs achats. Et si je reviens à l'entreprise, nous aussi, chacun de nos collaborateurs de nos points de vente, par exemple, ainsi que nos adhérents, sont plus que des commerçants. Nous sommes tous concernés par ces enjeux de la même façon et finalement tout le monde a envie de bien faire. Donc quand on demande aux collaborateurs de nos entreprises de s'engager pour la bonne cause, on leur demande pas quelque chose de lambda, on leur demande quelque chose de nouveau, mais s'ils se sentent en capacité d'agir avec les compétences et les outils dont ils disposent, finalement ils y vont pour cette raison-là. L'enjeu dans l'entreprise, finalement, la difficulté aujourd'hui, c'est pas d'engager les gens, parce que la plupart des gens, que ce soit collaborateurs ou autres, ont envie d'agir et de bien faire, parce que la plupart des gens sont sensibilisés à ces enjeux. L'enjeu, finalement, c'est que tout le monde avance dans le même sens, dans la même direction. C'est pour ça que c'est important de choisir un mot d'ordre, un parti pris qui va fédérer tout le monde dans la même direction. Chez nous, on a choisi Halte au bricolage jetable, c'est un parti pris. Ça va être d'autres enjeux qui vont être adressés dans d'autres entreprises. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mot d'ordre, il fédère les actions responsables de nos salariés et c'est ça qui va faire la force de l'entreprise et la force de l'enseigne et qui va donner une couleur nouvelle à l'expérience client dans nos enseignes. On comprend bien, Halte au bricolage jetable, hein, le message est très clair, limpide. Finalement, Xavier, je me retourne vers vous. Est-ce que les entreprises doivent devenir justement des prescripteurs qui répondent aux nouvelles exigences des clients? Parce que souvent, on est français, on a l'habitude de l'État keynésien qui intervient, qui nous dit ça c'est pas bien, ça c'est bien. Est-ce que finalement, c'est pas les entreprises qui reprennent le relais en fait, de ces enjeux RSE et de durabilité? Si, complètement. Je vais rebondir sur ce que je disais juste avant, sur la Convention des entreprises pour le climat. Cette initiative-là, en fait, s'est lancée parce que c'est finalement de la part des entreprises. Enfin, les entreprises ont une capacité extrêmement forte à faire bouger les choses. Peut-être plus que les politiques. Là, je m'avance un petit peu, mais elles auront besoin des politiques pour réguler, pour permettre d'avancer, pour privilégier tel ou tel type d'action plus vertueuse pour l'environnement. Mais les entreprises, toutes les entreprises, en fait, ont vraiment un rôle à jouer énorme. Et là, ce message très clair de Bricomarché, Halte au bricolage jetable, c'est typiquement le type d'action, en fait, que une enseigne mène, d'autres de bricolage, de jouets, de parfumerie alimentaire, etc., des industriels, en fait, ont besoin, finalement, vont devoir agir sur peut-être pas sur tout, et Cécile l'a très bien dit d'ailleurs, pas sur tout, parce que c'est pas possible, mais sur un certain nombre d'actions ciblées qui vont permettre d'avancer. Tous ces petits pas, en fait, vont au fur et à mesure devenir, en fait, une démarche de plus en plus vertueuse et de plus en plus naturelle pour l'ensemble
des citoyens consommateurs, des citoyens employés de ces entreprises et l'ensemble des citoyens. Et justement, Cécile, c'est plus simple d'avoir ce rôle de prescripteur quand on est justement un réseau de proximité? Alors oui, à cause de ça, on est en première ligne. Les enseignes de distribution, en règle générale, sont en première ligne parce qu'elles sont très visibles pour les clients. Mais alors des enseignes de proximité comme les nôtres, Bricomarché, Bricorama, elles sont présentes dans tous les coins de la France. Elles sont vraiment très visibles et donc elles ont un rôle citoyen. Comme l'a dit Xavier, on va pas l'assumer l'expliciter de cette manière-là, mais finalement, pour prendre la suite de ce que disait Xavier, c'est un peu ça. C'est quoi leur rôle? C'est un rôle pas de distributeur aveugle, mais finalement, une enseigne a un rôle parce qu'on sait qu'elle sélectionne les produits, qu'elle sélectionne les marques et elle conseille les clients. Donc, elle a un discours qui peut être un discours engagé si elle en fait le choix. Donc, si elle intègre la RSE dans les métiers, dans les métiers de distribution, alors, eh bien, la RSE finalement devient une composante du discours de l'enseigne et donc une composante de l'expérience client, puisqu'on parle d'expérience client aujourd'hui. Et quand ce discours répond aux attentes du client, qui est celle d'un engagement finalement assumé, actif, concret, eh bien, en tout cas, c'est le pari que nous faisons. La RSE devient un levier de préférence à l'enseigne et donc un levier de dynamique commerciale en ce qui nous concerne. Merci beaucoup, Cécile. J'avais une petite dernière question avec Christophe Ferbus avant de laisser le mot de conclusion à Xavier, parce qu'on c'est souvent indissociable l'expérience client et l'expérience collaborateur. Vous, en tant qu'homme de terrain, justement en tant que gérant d'un commerce de proximité, est-ce que vous sentez que vos salariés ont davantage ressenti en fait une utilité, une meilleure, moins de difficultés justement à assumer leur quête de sens par rapport à ça? Est-ce que vous avez eu des remontées positives sur le sujet? Oui, bien sûr, on s'en rend compte au quotidien. Ça n'a pas été une démarche immédiate. En fin de compte, il a fallu un certain temps pour que ce soit nos salariés ou même nos clients entrent dans cette démarche vertueuse, comprennent un petit peu les actes qu'on mettait en œuvre et quelles en seraient les conséquences à court et à moyen terme. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les deux parties avancent dans le même sens, adoptent des comportements à la fois pour le consommateur d'achat et de conseil pour mes collaborateurs et aussi une fois que l'acte d'achat est terminé, ce n'est pas fini, ils vont l'utiliser pour se sourcer, pour s'améliorer, pour être plus fort en conseil, pardon, et aussi améliorer le traitement des déchets qui pourraient rester au sein du magasin. Parce que ça aussi, au départ, c'était pas inné. J'ai eu peur que cette mise en place nous perçoive comme une contrainte, parce qu'on le sait tous, le changement, c'est pas évident à incorporer pour tout à chacun. Mais ils ont vite compris l'intérêt que ça allait apporter à la fois pour le magasin, pour leur condition de travail et aussi, je dirais plus largement, pour la planète. Merci Christophe Ferbus, merci infiniment parce que c'est d'autant plus rare d'avoir des témoignages de terrain justement sur des sujets si stratégiques qu'on croit souvent enfermés dans les tours d'ivoire des comités exécutifs. Le mot de la fin pour Xavier Huat, si vous le voulez bien. Finalement, quel message retenir sur cet effort d'adaptation que mènent actuellement les entreprises? Alors, je vais paraphraser un tout petit peu Cécile en disant que finalement, marque comme enseigne, en fait, allez-y, démarrez, agissez, faites quelque chose, choisissez vos combats, entre guillemets, combats dans le sens positif du terme, mais choisissez en fait des leviers que vous allez actionner vraiment le plus loin possible. Donc ça, c'est juste, allez-y, démarrez, et en prenant ce chemin-là, finalement, vous allez, enseigne comme marque, en fait, vous allez voir que vos clients vont réagir positivement à ça, vos collaborateurs vont réagir positivement à ça, et ça va enclencher une dynamique, qui permettra en fait à toutes ces problématiques RSE d'aller vers un environnement qui soit un peu meilleur pour tout le monde. D'accord. Ça passe d'abord par un effort de formalisation, ça? Ça passe par un effort de formalisation, oui, nécessairement, et ça passe peut-être aussi par quelque chose un tout petit peu plus compliqué, qui est en fait un effort de reformulation de sa mission.
de la mission de l'entreprise. Et ça, c'est un exercice qui est jamais simple à faire, mais de se reposer ces bonnes questions, de reposer les questions à quoi on sert, qui on sert et comment on va le faire. C'est un exercice qui est récurrent, qui se fait assez souvent, mais avec cet angle empreinte environnementale au sens large du terme, à ce moment-là, ça vaut le coup de se relancer là-dessus. Xavier Huat, merci. Ce sera le mot de la Merci. fin. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut du commerce. Merci également Cécile Hébert de vous être connectée. Ce fut un vrai plaisir d'échanger. Donc vous êtes responsable RSE de ITM Équipement. Et encore une fois, un grand merci Christophe Ferbus de nous avoir apporté ce témoignage terrain. C'est la fin de ce temps fort de la deuxième matinée des Agora Live. Je vous donne rendez-vous demain, notamment pour le temps fort de clôture qui réunira l'ensemble des influenceurs de l'expérience client. À demain, bye bye.